bonjour à tous. Donc, l'avant-dernier passage pour la journée. Donc, je me présente, Hervé Sébastia. Je travaille au sein du groupe Atlantique, plutôt dans la partie collective, puisque je suis expert en solutions thermiques collectives, donc tout ce qui touche aux chaudières, aux pompes à chaleur, aux MTA, aux ballons d'eau chaude, etc. Donc, je vais vous parler aujourd'hui des solutions thermodynamiques centralisées. J'ai ouvert le sujet non pas seulement au résidentiel, mais aussi ça touche tout à fait le tertiaire, et aussi bien le neuf que la réno. Donc je vais vous parler très brièvement des enjeux réglementaires pour tous ces sujets. Donc le but aujourd'hui, que ce soit en neuf ou en réno, effectivement, c'est de mettre en place des solutions performantes et bas carbone, dans le but évidemment d'abaisser les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, on est entouré aussi bien en neuf par la RE 2020, les DPE, on en parle en neuf comme en rénovation, évidemment, et le décret tertiaire, pour tout ce qui est tertiaire. Donc avant tout, il faut optimiser effectivement le bâti avant de toucher au lot technique pour abaisser les consommations énergétiques. Et une fois qu'on a abaissé les consommations énergétiques, ça va nous apporter un intérêt important aussi, c'est d'abaisser les puissances des générateurs qu'on va mettre en place pour diminuer d'une part leur investissement, augmenter aussi leur performance, mais aussi leur durée de vie, puisqu'ils auront une puissance adaptée au bâtiment qui aura perdu en puissance, qui aura été optimum au niveau du bâti. Hop. Donc une solution qu'on trouve et qui est phare aujourd'hui vis-à-vis de toutes ces nouvelles réglementations, ces décrets, etc. Effectivement, on parle beaucoup de pompe à chaleur. C'est pour cette raison que je souhaitais vous exposer ce vaste sujet. Bien sûr, une fois qu'elle est installée dans des conditions optimales, cette pompe à chaleur, on va pouvoir en tirer un COP maximum. Mais pour ça, il va falloir veiller, bien sûr, à qu'elle soit bien installée et dans un contexte hydraulique qui le permette. Et ça, c'est une règle première, importante, et ça impacte directement la conception, les bureaux d'études. Et évidemment, étant donné qu'elle utilise l'énergie électrique avec un COP, elle a une faible empreinte carbone. Donc les différents fluides qu'on retient, nous, de notre côté, Atlantique, c'est le R32, le propane et le CO2. Hein, nous avons tous ces différents fluides que nous utilisons. Attention, il y a des classifications effectivement vis-à-vis de la flammabilité. Hein. Le R32 légèrement inflammable, le propane ça l'est davantage, et le CO2 ça l'est pas du tout. Donc vis-à-vis des conditions d'installation, il vaut mieux privilégier les pompes à chaleur monobloc qu'on met à l'extérieur, avec un espace suffisant autour, pour qu'elles puissent bien respirer et donner toute leur performance. C'est à privilégier plutôt que de les enfermer dans des locaux. Alors maintenant, on va voir les solutions thermodynamiques centralisées. Deux principes, le 100% PAC ou la solution PAC hybride. Avant de parler de solutions, je voulais juste faire un flash, un rappel sur la performance des pompes à chaleur et des chaudières pour comparer les deux. Donc jusqu'à présent et jusqu'à 2025, on peut placer des chaufferies gaz, évidemment. Le rendement était et variait de 97 à 110% selon si on était soucieux de l'hydraulique, on ramenait du débit et des retours froids à la chaudière, évidemment. La PAC, c'est le même sujet, sauf que la différence de performance, la variation de performance, elle est très importante. Si on ramène son COP au pourcentage de performance, puisqu'un COP de 1 à 6, eh bien c'est de 100 à 600% de performance. Donc évidemment, il vaut mieux tout faire pour être proche des 600% que des 100% de performance. Et pour cela, il faut être très vigilant vis-à-vis de la conception hydraulique. Ce n'est pas la PAC, hein, c'est savoir comment elle est installée, la position qu'elle a sur l'installation, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors si vous avez des pompes à chaleur pour une solution 100% PAC qui alimente, par exemple ici, un réseau radiateur et une centrale de traitement d'air, un circuit haute température constante,
Mais un circuit haute température constante, ça peut être plein d'autres types de circuits, hein. Je l'ai indiqué en haut. Ça peut être une production de CS avec un bouclage ECS important, ce qui fait qu'on a une relance constante, et ce qui fait qu'on est obligé de maintenir une température haute sur les pompes à chaleur. Donc ça ne va pas être une bonne chose, évidemment. Une production ECS semi-instantanée, donc avec un faible volume de stockage d'énergie, ce qui veut dire qu'on va relancer aussi très souvent. Et ça peut être aussi un réseau primaire pour alimenter des bâtiments à distance qui ont besoin d'eau chaude sanitaire, donc maintenir un réseau haute température primaire constante aussi. Voilà, il y a plein de cas en fait sur le terrain où on pensait avoir dimensionné une prod ECS parfaite, semi-accumulée, et puis finalement on se retrouve avec un gros débit de bouclage qui vient déstratifier le ballon et qui vient générer des relances intempestives. Et là, ça met à plat totalement l'installation puisqu'on va maintenir de la température constante. Et si on maintient de la température constante, évidemment, avec un retour qui est de plus en plus haut, hein, puisqu'en fin de saison, quand on part à 60, 40 en début de saison de chauffe, à la fin de la saison, quand on n'a plus besoin d'énergie, on part à 60 et on revient à 60. Donc c'est un débit constant avec des températures de plus en plus chaudes, et ça va se traduire comment sur le circuit régulé avec une loi d'eau, qui lui, un 60-40, on a des retours de 40 à 20 degrés. Eh bien, étant donné que la 23 voies demande des consignes de plus en plus basses, mais si on a une température constante, on va recycler davantage et on a de moins en moins de débit froid. Donc, moins en moins de débit froid avec un débit constant de plus en plus haut, c'est purement de l'hydraulique, hein, ça n'a rien à voir avec la PAC. Et ça, c'est valable pour les PAC, pour les chaudières, hein, c'est le même principe. Et bien, finalement, on a un débit qui diminue et des températures de plus en plus importantes. Et forcément, c'est néfaste à la performance du générateur, la PAC, comme d'une chaudière à condensation. Donc attention au réseau que vous alimentez. C'est pour ça qu'il y a plusieurs solutions, même en 100% PAC, où on peut séparer les usages. Si vous êtes en hybridation, c'est le même sujet, sauf que vous avez un générateur, pardon. Voilà. Là, vous avez un générateur qui assure les 100%, vous avez les mêmes circuits, et vous avez le choix d'hybrider à différents endroits sur l'installation, puisque la PAC ne fait qu'une partie de la puissance. Donc si vous le mettez sur le retour général, vous avez bien compris que ce n'était pas la bonne solution, puisque là, on ne va pas mettre en avant la performance de la pompe à chaleur, voire avec des retours trop chauds, trop importants, elle ne va même pas se mettre en route, elle va se protéger. Alors l'autre solution, c'est de se dire, je vais la mettre, étant donné qu'elle ne fait qu'une part de la puissance de l'installation, sur le retour froid. Le plus intéressant, c'est à la sortie des émetteurs radiateurs, à ce niveau-là, après la 23 voies. Mais là, on n'aura pas le débit optimum, puisque comme je vous l'ai dit, étant donné qu'on a la température constante d'alimentation ici, on va recycler de plus en plus, on aura de moins en moins de débit. Donc là, elle ne va pas être performante non plus. Évidemment, la solution la plus pertinente sur ce type d'installation, c'est de la placer à la sortie des émetteurs. Puisque quoi qu'il se passe ici, on aura toujours un débit constant avec notre loi d'eau, donc avec des retours de 40 à 20 degrés, qui ne cessent d'être de plus en plus froids au cours de la saison et qui vont nous donner le rendement optimal. Donc vous avez le choix ici, hein. C'est la même PAC, sauf qu'il faut bien la positionner sur l'installation hydraulique. Et la performance sera tout autre. Et pour aller chercher la performance, c'est qu'on est situé, effectivement, avec la PAC ici, à la sortie des émetteurs. Vous avez le choix, hein, puisque vous avez deux générateurs. Donc le générateur principal, qui fait le complément, ce qui laisse la liberté et le choix de placer la PAC où l'on le souhaite. Contrairement au 100% PAC, où forcément, il faut que ce soit en tête de l'installation. Et elle réceptionne donc tous les retours, qu'ils soient chauds ou froids. Donc maintenant, passons aux solutions, les solutions 100% PAC. Ici, nous alimentons classiquement un réseau radiateur, un réseau eau chaude sanitaire. Donc on va mettre des PAC en tête. Mais ici, si on est face à un échangeur, un ballon préparateur avec échangeur interne,
Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les ballons préparateurs, contrairement aux échangeurs à plaques, il y a un fort pincement. C'est-à-dire pour avoir 60 dans le ballon, il faut l'alimenter au minimum à 70. Il y a 10 degrés de pincement, ce qu'on appelle. Ce qui veut dire que ça va générer d'avoir des générateurs haute température, évidemment. Donc ça, c'est des packs, par exemple, au propane. Mais le problème, c'est qu'un échangeur dans un ballon, la particularité, c'est qu'à la relance, étant donné que son échangeur est assez important dans le ballon, on aura tendance à homogénéiser ce volume entre l'eau froide en bas à 10 et l'eau chaude en haut à 60. Ce qui fait qu'on va avoir une température moyenne à la relance, et ce qui fait qu'on va avoir des températures retour hautes. On ne profitera pas forcément que de la température d'eau froide à 10 en partie basse. Et dans ce cas-là, le COP va être assez faible avec ce type de production d'eau chaude sanitaire. Vous voyez, en posant une PAC, il faut se poser la question, surtout, de ce qu'elle va alimenter. Et quel type de circuit elle va alimenter. Et quel type de production d'eau chaude sanitaire elle va alimenter. C'est pareil. Je vous parlais du bouclage, un bouclage important. Alors que vous avez prévu une production ECS semi-accumulée, si vous venez brasser à toute allure et que vous n'avez pas réglé le débit de la pompe de bouclage, vous allez brasser ce ballon, des relances intempestives, maintenir les températures départ de vos packs constantes, et donc avoir des COP très faibles. Donc l'idée, si on a de la température constante, c'est comme le schéma précédent, on n'a plus de retour froid. Et on ne peut plus refroidir ces retours chauds, intempestifs, qui reviennent de la production d'eau chaude. Donc c'est purement de l'hydraulique. Donc attention au type de production d'eau chaude sanitaire que vous utilisez. Privilégiez les productions semi-accumulées avec des gros volumes, des stockages d'énergie, pour ne pas relancer trop souvent l'eau chaude sanitaire qui demande de la température constante importante. Et surtout, n'oubliez pas d'optimiser derrière, une fois que tout est fait au niveau du bureau d'études, sur l'installation, le débit de bouclage. Donc ça, c'est tous des rappels qu'on avait faits dans nos webinaires atlantiques lors du Covid. Vous pourrez les reconsulter si vous le souhaitez. Donc là, c'est la solution 100% pack double service. Ça nous permet d'avoir un coût assez optimisé, évidemment. Maintenant, on a la solution pack avec une performance optimisée. Pour aller chercher la performance, il faut aller chercher tant la performance ECS que chauffage. Dans ce cas-là, ce qu'on privilégie, c'est la séparation des usages. Vous avez ici une PAC ECS qui va faire la production d'eau chaude sanitaire. Et ce n'est pas n'importe quel pack. C'est une PAC ici, HydraGreen, au CO2, qui ne sait faire que de l'eau de 60 à 90. Elle ne sait pas faire de l'eau à une température plus basse. C'est pour ça que c'est parfaitement adapté à l'eau chaude sanitaire. D'autre part, ce n'est pas un COP de 5 comme toute PAC, c'est un COP de 5, pardon, c'est pas un delta T de 5, c'est un delta T de 50 degrés. Donc l'eau qui arrive à 10, il n'y a pas besoin de faire plusieurs passes de 5 à 10, de 10 à 15, etc., comme une PAC classique. Elle va directement sortir de 10 à 60. Et ça, avec des COP très pertinents, comme je vous l'ai indiqué ici. Vous voyez, on arrive à du 4,3 pour de l'eau à 65 degrés. Les ballons ECS, eux, il y a une régulation spécifique qui fait qu'on va produire le juste besoin quelques heures avant le soutirage. Parce qu'avec un niveau de 5 sondes, ce qui ne va permettre pas de le remplir complètement et pas accumuler trop de déperdition non plus. Donc on rentre un profil de soutirage aussi, si on le souhaite, pour optimiser la performance. Et là, de l'autre côté, on a une PAC qui va se préoccuper simplement de la loi d'eau des radiateurs, avec des températures très basses. Donc un COP optimum, autant sur la PAC chauffage que sur la PAC ECS. Maintenant, la règle de dimensionnement. Donc soyez vigilants de ce côté-là. On s'en réfère au DTU 65.16. Ce que nous impose ce DTU, c'est d'avoir des puissances PAC de 70 à 100% des déperditions et que la somme puissance PAC plus à point fasse 120% des déperditions du bâtiment. Rappelez-vous d'une chose, en tout cas je me permets de vous le rappeler, lorsqu'on parlait de chaudière, quand on place 2 chaudières de 50% pour satisfaire les 100% de besoins de l'installation, une chaudière de 50% déjà permettait de satisfaire 80% des besoins
de chauffage du bâtiment. C'est-à-dire que vous installez 50 autres % pour satisfaire seulement 20%. Mais on est bien obligé de satisfaire la totalité des besoins pour satisfaire le jour le plus froid. Pas le choix. Une PAC, c'est tout autre chose. Une PAC, sa particularité, c'est qu'elle perd de la puissance par rapport à sa puissance affichée. Sa puissance affichée, c'est à plus 7 degrés extérieurs, 35 degrés de départ. En chauffage, on a besoin de quelle température? C'est plutôt du moins 7 ou du moins 5 ou du moins 10 selon les régions, pour du 55-60 degrés pour des départs radiateurs. Dans ce cas-là, on perd 20 à 40% de la puissance affichée. C'est-à-dire que si on veut 50 kW, il va falloir prévoir, non pas comme une chaudière qui garde sa puissance constante toute l'année, mais une puissance 20 à 40% supérieure. Et cette puissance, on va la retrouver en mi-saison, quand on va retrouver des températures extérieures plus favorables, alors qu'on n'en a pas besoin puisque les puissances chauffage ont diminué. Donc dans ce cas-là, on va se retrouver en surpuissance. Et une surpuissance avec une PAC, c'est quoi? Ça génère des cycles, des temps de fonctionnement. Et vis-à-vis de ces cycles, c'est la durée de vie qui en pâtit directement. Donc, vis-à-vis du DTU qui impose de dimensionner des PAC de 70 à 100, je vous conseille fortement de les dimensionner au plus proche des 70. Alors, on préférerait vendre des PAC avec 100% de déperdition, on vendrait plus cher. Mais si on veut satisfaire la performance et la longévité des produits, vaut mieux le faire à 70% puisque ça va couvrir plus de 95% des besoins annuels de chauffage déjà. Ça va nous permettre de limiter le coût d'investissement, d'éviter les cyclages de la PAC en mi-saison qui sera surpuissante, et évidemment, de faciliter aussi son intégration, parce que vous verrez que par rapport à une chaudière à puissance égale, ce n'est pas du tout le même encombrement. Ça fait plus de bruit, etc., vis-à-vis de l'intégration des PAC sur un bâtiment, que ce soit du neuf ou bien plus encore de la rénovation. Donc un point de vigilance aussi qu'il ne faut pas oublier, une pompe à chaleur, c'est alimentée avec de l'électricité. Donc dans ce cas de figure, il va falloir que vous vérifiez que ce soit en rénovation ou en neuf, la puissance maximale que vous pouvez avoir sur votre compteur. Pour vous donner un ordre d'idée, si vous voulez être en tarif bleu à 36 kVA, il va falloir limiter à une PAC de 50 kW. Attention, à plus 7,35, ça veut dire qu'à moins 7, elle fait plus que 40 kW pour satisfaire les déperditions du bâtiment. Là, on a de la chance, on a une PAC qui perd que 20% de puissance. Mais si on prend une PAC qui perd 40%, ça peut être bien moins. Ça peut être 30 kW. Donc attention, parce que finalement, si on veut se limiter au tarif bleu, on voit bien qu'on est très vite limité avec la solution 100% PAC, parce qu'on va seulement alimenter une dizaine de logements. Sans tenir compte d'appoint électrique éventuel. Là, j'ai pris le maximum de la PAC sans appoint électrique. Si on cumule des appoints électriques, ça va diminuer davantage la puissance installée, pour être limité aux 36 kVA. Donc pour passer à un tarif supérieur, vous connaissez, je pense, il va falloir vous référer à Enedis, faire votre demande bien à l'avance, parce qu'il ne sera pas toujours possible de mettre en place un tarif jaune ou un poste de transformation qui peut coûter excessivement cher pour passer avec des puissances bien supérieures. Donc anticipez. Maintenant, je vais passer non pas à la solution 100% PAC, à la solution hybride. Donc de ce côté-là, on va parler d'abord de hybride double service. Donc je vous ai représenté volontairement un schéma que vous connaissez tous. Une chaudière qui alimente un réseau radiateur et de l'eau chaude sanitaire tout simplement. Donc ça peut être de la rénovation aussi. Comment, ou en partant d'un bâtiment neuf, on part d'une solution qu'on connaît parfaitement. Et pour hybrider le chauffage, comme je vous l'ai présenté précédemment, on va simplement se positionner à la sortie des émetteurs pour avoir la performance optimale. Et pour hybrider sur le CS, on va dévoyer le retour de l'échangeur à plaques, qui est ici un échangeur à plaques instantané, avec un stockage non pas secondaire mais primaire pour diminuer la puissance de la chaudière, pour faire revenir les retours lorsqu'ils sont plus froids que les retours chauffage. C'est là tout l'avantage du système. C'est qu'à la PAC, on va lui privilégier les retours les plus froids entre ces deux circuits. Donc lorsqu'on aura des gros soutirages sur l'eau chaude sanitaire avec de l'eau à 10, donc pratiquement plus de bouclage, avec un gros débit à 10, on se rapprochera des 30 degrés,
Donc là, on va peut-être ouvrir la 23 voies si nos radiateurs, avec les retours de 40 à 20, sont inférieurs à 30. Sont supérieurs à 30, pardon. Et si vous êtes dans une phase de bouclage, eh ben regardez, la température de retour, elle n'est pas très favorable. Puisque l'échangeur, pour maintenir du 50-60, eh ben, il y aura un primaire 65, retour 58. Et là, 58, évidemment, vous êtes bien moins performant que le retour radiateur, donc il ne faut surtout pas revenir à la PAC. Voilà toute la subtilité qu'il faut avoir pour dire je vais privilégier sur une PAC double service le retour le plus froid quand c'est plus favorable. Et c'est une façon de procéder en ayant un schéma tout à fait simpliste. Ça nécessite quoi simplement? Une 23 voies de dévoiement à ce niveau-là. Je récupère sans arrêt sur mes retours radiateurs et je vais récupérer quand c'est opportun sur mes retours ECS. Et l'été, je vais basculer avec une loi d'eau, avec une PAC à température constante, non plus sur la loi d'eau des radiateurs, pour profiter des retours dès qu'ils sont inférieurs à 55. Comme ça, je récupère autant le cumul été-hiver que sur la partie estivale au maximum. Alors attention, ici, vous voyez qu'avec une simple vanne, c'est la parfaite maîtrise des températures de retour pour les diriger vers la PAC au moment opportun. C'est bien moins évident le principe où on a un gros ballon primaire, on a une PAC, une chaudière, et de l'autre côté, tous les débits de retour, effectivement, de tous les réseaux. Parce que là-dedans, si on n'a pas une parfaite stratification dans le ballon, vous voyez bien qu'à un moment, le retour radiateur, il faut le mettre tantôt en haut du ballon, tantôt en bas, selon si c'est froid ou c'est chaud. Le retour ECS aussi. C'est-à-dire qu'il faut, sur un ballon primaire, équiper forcément de 23 voies de stratification chaque retour émetteur pour les diriger à la bonne strate. Alors qu'ici, finalement, sans ballon de stratification primaire, on arrive à diriger parfaitement les retours où l'on le souhaite et obtenir les meilleures performances sur cette installation tout à fait simple à mettre en œuvre. Maintenant, si on va aller vers l'optimum, avec de l'hybride. Là, on va vous conseiller l'hybride par usage. Dans ce cas-là, on retrouve le même principe. On va récupérer sur le chauffage. Et sur une production d'ECS tout à fait classique, comme on l'a vu, qui n'est pas très appropriée, parce qu'il y aura des retours en température très importantes, là, on va plutôt prendre le principe qu'on connaît tous du solaire. C'est-à-dire qu'on va dévoyer ici les retours qu'elle est dans le ballon d'eau froide pour les envoyer dans un ballon de préchauffage. Et là, on va préchauffer quoi? De l'eau sanitaire à 10 degrés. Donc c'est excellent. On va préchauffer cette eau avant de l'envoyer, évidemment, dans le ballon qui va venir faire la pointe si c'est nécessaire. C'est-à-dire que la PAC, elle va fonctionner sur une eau froide à 10 pour la monter à la température qu'elle peut, de 5 en 5 degrés, sans être embêtée par ce fameux bouclage à 50 qui nécessite d'avoir une PAC à très haute température. Là, elle va fonctionner à basse température toute l'année. Donc, ce qui fait qu'on a un COP excellent en chauffage et en ECS, avec des COP équivalents à peu près de 4. Donc là, évidemment, c'est la solution qui va permettre une baisse de charge si un office d'HLM est soucieux, évidemment, de baisser les charges pour ses occupants, pour les locataires. Donc, ce qu'il faut retenir de la solution hybride, côté chaudière, vis-à-vis de l'existant, l'avantage, c'est qu'on peut avoir une chaudière existante ou mettre une chaudière neuve en place. Étant donné qu'une PAC, ça coûte 5 fois plus cher au kilowatt que le kilowatt d'une chaudière, c'est pas cher de mettre 100% de puissance au niveau chaudière pour avoir un secours total en plus. D'autre part, ça demande très peu de modifications hydrauliques. Vous avez vu, c'est facilement intégrable, soit une PAC double service, soit des PAC par usage, sur une installation existante ou sur une installation neuve. Et avec, comme je le disais, un secours total en cas de défaillance ou d'intervention sur les PAC. C'est rassurant pour les maîtres d'ouvrage. Côté PAC, il n'y a pas de règle de dimensionnement, contrairement à ce qu'on a vu pour le 100% PAC. Ce n'est pas du 70% minimum. Donc là, on va pouvoir mettre la puissance que l'on souhaite simplement
effectivement, et ensuite c'est la chaudière gaz qui prendra la relève. L'intérêt, c'est de ne pas être surpuissant avec nos packs et pas surinvestir pour pas grand-chose. On va le voir dans un instant. Et ensuite, on a la liberté de pouvoir positionner la PAC, vous l'avez vu, où l'on le souhaite sur l'installation. Là où l'endroit où c'est le plus favorable, étant donné que vous avez un générateur principal qui permet d'assurer le complément dans tous les cas de figure. C'est tout l'avantage d'avoir 2 générateurs. Sachez une chose, juste pour rappel, on va pouvoir mettre en pack des puissances, des faibles puissances de pack. Si on prend une pack qui correspond à 15% des déperditions seulement, sur 100 kW, une pack de 15 kW, elle va permettre de couvrir 40% des besoins de chauffage. Une pack de 30, 80% des besoins de chauffage. Une pack qui représente 50% des déperditions, c'est 95%. Donc vous voyez que la réglementation avec le DTU 65.16 qui impose du 70% minimum, c'est déjà trop. Vous placez une PAC de 30%, c'est 80% des besoins annuels de chauffage, 30% des déperditions seulement. C'est-à-dire que si vous venez placer les 70 autres pourcents, c'est pour 20% des besoins annuels seulement. Donc inutile d'approcher un dimensionnement 100% PAC. C'est tout l'intérêt de l'hybridation. Et ça apporte de gros avantages, tout ça, d'avoir des petites packs. Parce que ça va être un encombrement réduit. Et sachez, et rappelez-vous, qu'une pack, ce n'est pas l'équivalent d'un encombrement d'une chaudière. Hein. On va le voir dans un instant, sur un exemple que je vais donner concret. Le niveau sonore sera plus faible, donc ça, il faut veiller. C'est une chose très importante d'abaisser les niveaux sonores. Une puissance électrique adaptée, voire limitée pour dimensionner la PAC, pour passer avec son tarif bleu, peut-être existant. Pourquoi pas? Ça, c'est possible aussi. Et une puissance thermique qui sera adaptée en mi-saison, sans trop de surpuissance, pour allonger la durée de vie de la PAC. Voilà l'exemple concret où lorsqu'on part en 100% gaz, on a besoin d'à peu près, avec le dégagement nécessaire autour de la chaudière, qui fait seulement 600 par 700, hein, donc 0,6 m², de 3,5 m². Voilà la solution de base jusqu'à 2025. Si on passe en 100% PAC, eh bien là, vous aurez besoin, pour cette même puissance d'à peu près 100 kW, de 2 packs de 70, parce que rappelez-vous, elles perdent jusqu'à 40% de leur puissance, pour satisfaire le jour le plus froid. Donc 2 packs de 70, c'est plus tout à fait le même encombrement. Hein. C'est 2 mètres de large, 1 mètre de profondeur et 2 mètres de haut. C'est plus tout à fait le même encombrement. Pour chaque pack, hein, il en faut 2. Hein. Donc ce qui veut dire qu'ici, on va se retrouver non plus avec 3,5 m² pour satisfaire le même besoin, mais 30 m². Alors c'est pas au même endroit, hein, c'est en terrasse, si possible. Et il va falloir prévoir en chaufferie un stockage primaire, pour pas quel cycle, c'est pas qu'un ballon de 900 litres. Alors que si vous avez une chaufferie hybride, finalement, on va s'en sortir avec une simple EFI-PAC de 32 kW, au lieu de 2 de 70, avec la chaudière existante en chaufferie, qui couvre le 100% du secours en plus, évidemment, et ce qui veut dire qu'on aura besoin de 7 m² seulement en terrasse, et pas 30. Voilà, donc ce qui veut dire que l'hybridation aussi, ça permet une chose, ça permet de plus facilement intégrer cette solution dans les bâtiments neufs ou existants. Je ne dis pas que c'est facile, hein, mais en tout cas, ça facilite l'intégration. Donc la conclusion, ça s'intègre plus facilement au bâtiment, vous l'avez compris, l'hybridation par rapport au 100% PAC. Ça permet aussi d'avoir éventuellement un secours 100% gaz, si l'on le souhaite, pour assurer totalement le maître d'ouvrage, et pour un coût négligeable. Ça permet de limiter l'investissement en limitant la puissance des packs, hein, qui coûte 4 à 5 fois plus cher que le kilowatt d'une chaudière. Et ça rend les packs finalement plus robustes, pour résumer, vis-à-vis d'un dimensionnement limité en mi-saison. On évite le surdimensionnement par rapport au 100% pack. Et simplement pour vous donner un ordre d'idée aussi pour toucher à la rénovation, après les quelques études DPE que nous avons faites pour finir là-dessus, sur une étude de 24 logements,
On voit qu'en partant d'une base gaz non condensation, pour toucher les bâtiments passoires, entre guillemets, hein, passoires énergétiques, avec étiquette F, eh ben, on peut atteindre, avec de l'hybridation ou du 100% PAC, il n'y a pas vraiment de différence, avec les logiciels aujourd'hui des PE, des étiquettes D. En faisant évoluer la génération, eh bien, soit avec de la chaudière condensation, soit avec un mixte, ou en hybridant seulement le ECS, seulement le chauffage, ou les deux. Si en plus on s'intéresse à l'isolation des réseaux chauffage et ECS, puisque là ça va être obligatoire, d'après le décret qui est sorti, eh bien là on peut atteindre des étiquettes C, simplement bien sûr en touchant à la génération. Donc un gain jusqu'à 3 étiquettes énergétiques à peu près. Je vous remercie de votre attention. Donc si vous avez des questions, je reste là pour tâcher de vous répondre. Ouais. Oui. Merci. Du coup, peut-être le diapo juste d'avant, je ne sais pas si avec les étiquettes énergie. Là, du coup, quand vous présentez la solution hybride de 36 kVA, c'est non, celui où il y avait les étiquettes énergie, c'était pas mal. Ouais, c'était pas mal, pardon. Quand la solution hybride de 36 kVA, du coup, c'est en gardant là une chaudière gaz historique entre guillemets, pas en mettant une nouvelle chaudière gaz. Oui, c'est en limitant la puissance des packs pour rester dans les 36 kVA. D'accord. Et du coup, ça... on l'a juste testé comme ça, hein, pour voir ce que ça donnait. Bah, c'est très intéressant parce que du coup, ça fait coût d'investissement léger et puis du coup, avec une solution support. Par contre, qu'est-ce qui se passe quand la chaudière gaz historique lâche après 2025? Du coup, on peut remplacer tranquillement notre chaudière gaz après 2025 aussi, quoi. Alors ici, attention, on est sur de la rénovation, d'accord? Donc, il n'y a pas d'obligation, il y a simplement à gagner des classes énergétiques pour les bâtiments. Il n'y a pas une obligation de changer la chaudière gaz ou quoi que ce soit. Hein. Si on vient mettre en place des générateurs tels que des packs, on va refaire le calcul de l'étiquette énergétique et passer d'une étiquette, comme on le voit ici, F à C. Voire, évidemment, hein, je ne l'ai pas dit, mais on peut toucher à du B ou du A, comme l'a dit GRDF ce matin, me semble-t-il, hein, en touchant au bâti. Avant tout, il faut toucher le bâti, comme je l'ai dit en introduction. Hein. Voilà, je crois que le temps est... Oui, une dernière question alors. Bonjour, vous avez une solution, donc 2 packs, une chauffage, une ECS. Éventuellement, oui, c'est possible. Et dans l'avant-dernière slide, vous avez présenté en fait une solution compacte en termes de place sur le toit. Optimisée, oui. Mais du coup, vous comptez qu'une seule pack. Une seule pack. Vous avez des solutions où avec une seule pack, on ferait chauffage ECS. Chauffage ECS. Ce que je vous ai présenté exactement. La PAC hybride, double service, où on ramène le chauffage, l'ECS, et on priorise les plus froids sur l'année. Et ça, c'est l'optimum. Et au niveau de la RE 2020, c'est très bien valorisé. J'ai fait tous les tirs ensuite pour avoir les taux minimum d'hybridation sur votre région, juste pour info alors. Aujourd'hui, si vous sélectionnez une PAC qui fait à peu près entre 10 et 15% des déperditions, soit 30% des besoins annuels de chauffage, ça suffit pour passer la RE 2020, atteindre l'IC Énergie 2025, voire les étiquettes énergétiques A. Il faut ensuite, si vous êtes en pack double service, rajouter une PAC pour les 30% de besoins ECS journaliers, simplement, sur les 100. Voilà. Et si vous êtes en... Ça, c'est la PAC par usage, 30 et 30, en fait, de chaque côté. Et si vous êtes en pack double service, une seule PAC, en se basant simplement sur les déperditions chauffage de 40% sur votre région, vous permet de satisfaire la RE 2020, IC Énergie et l'étiquette A. Bon, ça, c'est par rapport à nos calculs, hein, évidemment, et tous nos tirs RE 2020 qu'on a fait depuis quelques années. Mais voilà, on a des réponses à vous apporter si vous venez vers nous, si vous êtes intéressé par nos solutions. On sera très précis à ce niveau-là pour que vous optimisiez vos
calcul R 2020, sans en mettre de trop, si vous le souhaitez. Après, si vous voulez en mettre davantage, bien volontiers. On sera prêt à vous les vendre. Merci à tous.